Bonjour à vous tous et bienvenue à cette nouvelle émission podcast qui s'appelle Sens politique, où j'aurai avec moi à chaque semaine, ou du moins je vais essayer, différents intervenants politiques, mais ça peut être aussi des experts dans le domaine, ça peut être aussi des gens dans la société, des entreprises ou autres qui ont un grain de sel à apporter dans un aspect politique. Et aujourd'hui, c'est le pilote. On part le bal avec nul autre que Sébastien Lemire, député du Bloc québécois en Abitibi-Témiscamingue. Salut! Bonjour Guylaine. On va tenter de démontrer que j'ai un certain sens politique, ce qui Ouais, est un peu la pas? base de mon métier. Non, mais ça, je pense que ça fait partie de mes forces quand même. Sinon, je serais pas là, mais c'est intéressant de pouvoir questionner ça en région, puis d'avoir le temps d'approfondir certains sujets. Donc, longue vie à cette nouvelle émission. J'espère que les gens vont apprécier parce que je pense qu'il faut donner un sens à la politique. Et le premier sens politique, selon moi, c'est d'être imputable. Oui. Donc, c'est pour ça que je trouve important d'être à votre micro le plus souvent possible parce que c'est là où je peux être en contact avec les électeurs, avec les citoyens, puis de rendre des comptes sur qu'est-ce que je fais pour eux. C'est beau d'être dire hey, moi, je suis à Ottawa, je les représente, mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Je me rends imputable de ça grâce notamment à la tribune que vous offrez. Merci beaucoup. Puis aussi, le format que ça va prendre, c'est un talk show. Donc, une discussion, on parle. On va avoir du plaisir quand même, c'est de la politique, là. C'est très plaisant, faut pas que ça soit lourd quand même. C'est très plaisant, la politique, là. Quand on aime ça. Quand t'es plongé comme toi dans la marmite Obélix. Le débat est sain. Puis le débat est plaisant. Donc, il y a sa place à ça. Qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, je pense qu'il faut être capable de mettre des opinions de l'avant. Mais surtout, puis je peux faire aussi un parallèle avec votre autre projet, des sujets comme l'itinérance, quand on est capable de pouvoir les mettre sur la table et en discuter, c'est des sujets qui deviennent moins tabous. Parce que, notamment, l'itinérance, elle est présente en Abitibi-Témiscamingue, elle revient. On la voit de plus en plus, mais il faut être capable de nommer ces enjeux-là. Donc, merci à Médiaté. Moi, je pense qu'il faut mettre en lumière les choses. Il faut ouvrir le débat. Il faut ouvrir les conversations. Il ne faut pas que, une joute de hockey. Hey, on n'a pas le droit. Quand il y avait les Nordiques et les Canadiens, à une certaine époque, la discussion était ouverte. Ça crashait, là. Les deux partis pris, là, ça pouvait se donner dire des bêtises. Mais c'était ouvert. C'était ouvert à ça. Aujourd'hui, on a senti que pendant la pandémie, que c'était pas si ouvert que ça, là. Il y a beaucoup de désinformation, on le constate, et c'est pas bon pour la démocratie, c'est pas bon pour l'information. Puis tout ce qui se passe avec Google, avec Meta, en ce moment, qui remettent en question la diffusion de contenu canadien, particulièrement Facebook et Meta, moi, je trouve ça que c'est un message tellement dramatique qui est donné, comme des compagnies américaines, par ailleurs, sont capables de se mettre au-dessus des lois, au-dessus de la population, au-dessus du service public. Ça a des conséquences dramatiques. Puis même ici, là, les taux de clics venaient souvent des médias sociaux. On s'est habitué à ça. Ils prennent une part importante des revenus de publicité, mais ils ne sont pas capables de redonner à ceux qui fabriquent la nouvelle. Pour moi, c'est quelque chose que je dénonce énormément. Mais là, si on se met dans un contexte de hockey, moi, je m'attends aussi à un jeu un peu viril, puis j'espère que ça puisse se faire. On est là pour répondre aux questions, pas juste les faciles. Là. Fait que, puis je pense que c'est important. Cette tribune-là, aujourd'hui, que vous avez, c'est important qu'on s'ouvre à la discussion, mais qu'on pose des questions. Tu sais, qu'on ne fasse pas juste chialer en arrière d'eux. Oui. Là, on ouvre cette discussion-là. Là, c'est le temps, pour vous, à la maison, là, c'est le temps de m'envoyer vos questions parce que je vais les poser, les questions. Est-ce que vous aurez les réponses que vous attendez? Ça, on va le savoir durant, justement, cette heure que nous avons ensemble avec, justement, les différents intervenants. Alors, je vous explique un peu le concept de l'émission. Je te l'explique à toi aussi, Sébastien. C'est une heure où on est ensemble, on a un format talk show et on a 3 segments dans l'émission. Donc, un segment, un mot-clé. OK? Aujourd'hui, les 3 segments, au départ, on va commencer avec le coût de la vie. On va s'en aller à une pause. Ensuite, on va parler de l'inflation. C'est sûr que tu vas me dire, oui, mais ça ressemble les deux côtés.
J'ai quand même eu certaines questions du public intéressantes. Et On la troisième... de temps pour parler du coût de la vie, donc tant mieux, tant mieux. Et la troisième, le troisième segment, en fait, ça sera sur la couverture cellulaire. Parfait. Parce que je pense que... Et aussi, dites-vous une chose, c'est pas généralisé au Québec. C'est en Abitibi-Témiscamingue que ça se passe, là. Donc, c'est ici, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Alors, merci, Sébastien, d'être là avec nous pour ce pilote. Merci à vous. On commence avec le coût de la vie. Alors, moi, j'ai une question. Je veux savoir de toi, c'est quoi la situation actuelle dans ta circonscription, qui est l'Abitibi-Témiscamingue? C'est quand même large pour toi, là. C'est quoi la situation actuelle au niveau du coût de la vie, là, qui concerne le coût de la vie des gens? Qu'est-ce qui se passe en Abitibi? Peux-tu me relater un peu? C'est une belle question d'ouverture. D'entrée de jeu, on s'entend, l'Abitibi-Témiscamingue a quand même plusieurs particularités. Si on prend celle du Témiscamingue d'abord, qui est évidemment dans ma circonscription, puis celle de l'Abitibi, puis même l'axe Rouyn-Val-d'Or, qu'on peut plus associer à un axe minier qu'un axe ici du chemin de fer d'Amos-Lassar, avec plus le volet forestier qui amène des revenus. Mais les revenus peuvent être quand même assez élevés en Abitibi-Témiscamingue, basés sur, évidemment, le travail dans les mines, qui ne demande pas toujours une haute scolarité et qui peut amener aussi à engager des gens qui font beaucoup de dépenses au niveau économique. Durant la COVID, on s'en est quand même bien tiré. Pourquoi? Parce que notre population est quand même assez peu densément peuplée sur notre territoire, donc assez éloignée. Donc, les quelques épisodes d'éclatement ont fait en sorte que le virus ne s'est pas tant propagé, mais aussi parce que les gens ont acheté local. Avec leurs revenus, s'acheter peut-être des motoneiges, des skidoo, etc. Mais comme l'économie locale allait bien, on s'en est bien tiré. Là, on est dans un contexte dans lequel on voit, par contre, que quelque chose qu'on vivait en Abitibi-Témiscamingue depuis 15 ans, et je nomme 2 enjeux, la pénurie de la main-d'œuvre et la difficulté de se loger. C'est des choses qui ont fait en sorte que l'Abitibi-Témiscamingue se retrouve dans une situation particulière. La pénurie de la main-d'œuvre, bon, dans le contexte du coût de la vie, ben, les gens ont accès à un emploi, tant mieux, mais en même temps, on voit que même aller chez Tim Hortons, prendre un cappuccino glacé ou un café, ça coûte peut-être 1 pièce ou 2 plus cher que ça coûtait il n'y a pas si longtemps. Donc ça, oui, il y a une conséquence de la pénurie de la main-d'œuvre sur le coût de la vie. Et après ça, ben, la question demeure, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, une des choses, la semaine dernière, j'ai fait un discours sur C56. Donc, le projet de loi des sur libéraux, quoi? C56. OK. Bon, tous les projets de loi au Parlement ont des numéros, essentiellement pour nous aider à se replacer dans les débats. C, c'est que ça vient de la Chambre des communes. S, du Sénat. OK. Si c'est un numéro qui a 3 chiffres, qui commence par un 2, c'est un projet de loi privé de députés. Ça, c'est un tirage au sort. Je n'ai pas été chanceux les 2 élections, les 2 années que j'ai été élu. Mais les premiers qui ont deux chiffres, c'est les projets de loi du gouvernement. Donc, 56, c'est le projet de loi du gouvernement pour lutter contre la hausse du coût de la vie. Essentiellement, ce que Justin Trudeau avait annoncé avant le début de la session parlementaire, le fait qu'on va pouvoir enlever la TPS de la construction de logements s'ils sont destinés au marché locatif. Une bonne mesure, somme toute, puis qu'on souligne. Est-ce que ça va tout régler par rapport à la hausse du coût de la vie dans le logement? Évidemment, la réponse, elle est non, mais c'est une mesure qui vaut la peine d'être nommée. Et il y a aussi des mesures sur la concurrence. Moi, ça fait plusieurs années que je suis porte-parole de l'industrie, de l'entrepreneuriat et du sport pour le Bloc québécois. Et comme porte-parole de l'industrie, je siège comme vice-président au comité de l'industrie et de la technologie. Et là-dedans, ben, quand il y a eu des débats, des enjeux sur la concurrence, puis particulièrement au niveau des télécommunications, puis on pourra revenir sur ce volet-là, mais moi, l'aspect de mettre une réforme, une mise à jour de la loi sur la concurrence, c'était quelque chose qui était nécessaire. Pourquoi le coût de la vie est si élevé aujourd'hui? Bien, il y a notamment des gens qui vont en profiter puis qui vont s'en mettre dans les poches. Si je parle de nos épiceries, qu'est-ce qui fait que ça coûte à peu près 2 fois plus cher faire l'épicerie? On est une famille de 4 chez nous, 2 adultes, 2 enfants. Ça nous coûte plus de 300 $ puis on n'a pas de viande, là, ou pratiquement pas. Fait qu'il y a une réalité qui touche tout le monde de ce côté-là. Mais la réalité, c'est que nos producteurs agricoles,
sont dans les seuils de rentabilité en Abitibi-Témiscamingue. Puis même ces années-ci, c'est plutôt déficitaire. Ça coûte pratiquement de l'argent pour être en production agricole parce que le prix des intrants a explosé, des semences et des autres. Le coût du carburant a explosé. Le contexte de la guerre en Ukraine a amené aussi cette difficulté-là d'approvisionnement. Et rajoutons à quelque chose en Abitibi, particulièrement dans l'Abitibi-Ouest, l'enjeu des feux de forêt a été très drastique, mais ça a eu aussi un impact. Qui dit feu de forêt, il parle aussi d'un manque d'eau et de la sécheresse dans les sols. Et donc, on rajoute à ça une difficulté supplémentaire à nos producteurs. Il va falloir qu'il y ait des mécanismes d'assurance et de compensation qui soient beaucoup plus généreux. Puis ça, c'est une des batailles, mais la lettre rouge qui a été initiée par des producteurs agricoles d'Abitibi-Ouest particulièrement, puis qui a été signée par près de 80 d'entre eux, entreprises agricoles, est très significative. Mais tout ça pour dire quoi? Les producteurs agricoles ne font plus autant d'argent qu'ils en faisaient. C'est même un défi pour la relève. Après ça, tu as les transformateurs. Si je pense aux transformateurs, ceux qui prennent des produits puis qui vont les transformer puis en faire nos fromageries, la vache à Mayotte, le cru du clocher, l'eau peut en être un, les microbrasseries, etc. Ceux qui font de la transformation se retrouvent dans un contexte où même eux font plus tant d'argent. Si je prends une microbrasserie, effectivement, le Trèfle Noir à Rouyn-Noranda a sous-traité ou en tout cas vendu la partie de son embouteillage, a encore son pignon sur rue, mais sinon, ça se fait ailleurs maintenant. Comme ici, Bellebrasse l'a décidé il y a plusieurs années. Comment qu'on fait pour garder ces fleurons-là en région? La question se pose, mais ce qu'on se rend compte, c'est que c'est plus les producteurs agricoles, c'est plus les transformateurs qui font de l'argent, puis le consommateur, à la fin, ça coûte 2 fois plus cher. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Bien, tu as les réseaux de distribution. Les propriétaires de grandes épiceries et qui font le transport et qui n'ont plus, qui sont capables de se prendre, comme on dit, une cote. Et pour moi, la marge de profit, elle est là. D'abord, je salue l'initiative de base de François-Philippe Champagne, le ministre de l'Industrie, Innovation des Sciences, d'avoir voulu convoquer ces gens-là, puis s'asseoir ensemble, puis dire, trouver une solution. Mais ça relève aussi un peu de la pensée magique. Si on n'amène pas des éléments, des mécanismes pour limiter la concurrence, ce qui, somme toute, fait partie du projet de loi C-56, mais le défi, on va limiter peut-être les regroupements, les agglomérations, que tu ne peux plus empêcher. Exemple, si dans un centre d'achat, il y avait déjà une épicerie, qu'une deuxième vienne s'établir. Ça faisait partie des mécanismes dans un bail qu'on pouvait exiger. Là, ça ne sera plus possible de le faire. Il y a un élément qui amène donc des éléments de concurrence qui va faire en sorte qu'on va pouvoir baisser des prix. Mais ce n'est pas à penser magique. Puis surtout, on ne s'attaque pas aux monopoles ou aux oligopoles qui se sont créés. Si je pense aux télécommunications, on va y revenir. Si je pense aux épiceries, avec les enjeux majeurs qu'il y a là-dessus, le prix de l'essence, ça reste des grosses compagnies qui produisent... Qui ont le monopole. Qui le produisent, qui le raffinent, qui le distribuent, puis qui ont aussi les pompes. Là, et qui vont le charger très, très cher. Les compagnies de pétrole non seulement reçoivent encore des subventions du gouvernement et énormément pour verdir du pétrole, mais du pétrole vert, ça n'existe pas. Essayer de faire en sorte qu'il y a moins de rejet carbone. Bel effort, mais on subventionne des compagnies qui font 200 milliards de profits par année. Et ça, c'est... Mais pourquoi tu penses que le gouvernement tient à subventionner toujours ces multinationales, ou je dirais multi-internationales, au lieu de venir aider le petit qui, lui, va produire local? Bien, dans ce contexte-là, le gouvernement n'est pas capable seul d'atteindre les objectifs de verdissement. Moi, je suis de ceux puis que le Bloc québécois va dénoncer le fait qu'on subventionne des compagnies pétrolières. Mais sans ces subventions-là, ces compagnies-là ne feront pas le virage vert. Ils se foutent des objectifs de Kyoto, de Paris ou tous les autres accords. Là. Ils vont faire un peu comme Meta a fait, dire on arrête tout. Puis, exact. Mais puis, je trouve ça atroce que le Canada même joue ce rôle-là parce qu'au pavillon du Canada, durant la COP, donc le grand rassemblement international pour la préservation de l'environnement, on va inviter dans le pavillon canadien des grandes pétrolières parce qu'on veut tellement reconnaître leurs petits efforts quand ils sont responsables de la pollution. Je donne juste un exemple sur les véhicules électriques. Malgré les composantes qui sont plus... Il y a plus de pollution, entre guillemets, à faire un véhicule électrique qu'un véhicule à essence. Le lithium, l'extraction, etc. Mais c'est après 20 000 km pour le rentabiliser, surtout au Québec. Parce qu'on produit de façon beaucoup plus pure notre électricité par l'hydroélectricité, par les énergies renouvelables. 20 000 km, on rentabilise un véhicule électrique. Là, juste le mien est rendu à près de 180 000. Mais c'est dire comment que ces compagnies-là
c'est le profit qui mène, puis effectivement, ils peuvent être au-dessus des lois et c'est un problème. Donc, les situations d'oligopole qui se sont créées là sont dangereuses puis ont des conséquences sur la vie des gens. Je donne un autre exemple, les banques aussi. Tous les tarifs qui sont donnés. Et quand on voit ces gens-là faire des profits puis les redistribuer aux actionnaires, il y a des conséquences dans le portefeuille des gens. Donc, d'où l'importance d'avoir une loi sur la concurrence. Mais une des choses qu'on nommait, est-ce qu'on peut revenir aussi de façon rétroactive? Comment qu'on peut casser ces grands monopoles-là? Comment qu'on peut amener plus de concurrence là? Comment qu'on peut jouer davantage à armes égales parmi des joueurs qui sont des petits joueurs et des grands joueurs. Et ça va faire aussi un impact dans la vie des gens. Un des exemples que j'ai donné... Donc, tu penses que en faisant ces actions-là, en amenant à un résultat X, on pourrait réduire le coût de la vie des gens? Bien, c'est là où est l'argent présentement. Tu sais... Adore dans ces coffres-là, là, c'est les grands de ce monde qui ont cet argent-là. On ne manque pas d'argent sur la planète. On ne manque pas d'argent sur la planète. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup moins d'égalité, beaucoup moins de partage des richesses. Quand on regarde les grandes fortunes internationales, bien, il y a lieu de se questionner. Puis ça, bien, c'est les grands monopoles. Les Amazon de ce monde, Elon Musk et autres concentrent une richesse. Le modèle du capitalisme peut être remis en question. Là. Amener plus de concurrence, c'est évidemment dans le modèle du capitalisme, mais en même temps, c'est d'avoir des règles qui vont faire en sorte que tout le monde ait accès à ce marché-là. On va revenir sur les télécommunications parce que c'est un enjeu. Oui, on va revenir de ça. Ça va être sur notre 3e segment. Mais dans l'enjeu du coût de la vie, moi, j'aimerais nommer, exemple, celui du panier d'épicerie. Bien, une des choses qui était un de nos avantages majeurs en Abitibi-Témiscamingue, c'était d'avoir des grossistes. On a évidemment BADL qui est encore actif, mais ADL aussi. ADL achetait chez les producteurs locaux, chez nos transformateurs locaux, et s'assurait d'être distribué dans nos épiceries. Et ils avaient des épiceries, des réseaux de distribution, tant en Abitibi-Témiscamingue, dans le nord de l'Ontario, Saint-Lac-Saint-Jean. Et c'était le dernier, peut-être, grossiste majeur qui avait justement ces chaînes d'épiceries-là. Puis lui, est-ce qu'il était en Abitibi? Excuse-moi, parce que je viens pas d'ici, là. OK, à Rouen. Quand Maxi est arrivé, puis là, les grandes chaînes et tout ça, ça a bousculé le modèle d'affaires, puis ADL a été vendu. Donc, ça fait une vingtaine d'années. Mais on avait quand même accès à des produits régionaux sur nos tablettes de façon... Il y a des efforts qui existent. Là. IGA et autres font des efforts quand même, mais on voyait davantage nos produits locaux qui ne faisaient plus des distances comme la tomate de Guyane, qui a toujours été l'exemple après la fermeture d'ADL. Donc, devait se rendre à Montréal, l'entrepôt, pour revenir ici dans nos épiceries, avec tout l'impact que ça a sur la qualité, la fraîcheur, le coût, l'environnement. Mais donc, c'est ça. Moi, l'appel que je veux faire, c'est ce que j'ai nommé en chambre la semaine dernière, il faut miser sur des circuits courts pour limiter peut-être ces intermédiaires-là qui vont se prendre un profit ou qui n'ont pas nécessairement à le faire. Des circuits courts dans lesquels on va être fiers d'acheter sur des gens qui développent nos terres agricoles, qui habitent notre territoire, qui sont nos voisins, nos amis. Donc, une meilleure fraîcheur aussi. Et en même temps, il y a peut-être une économie. Mais pour ça, il faut être capable d'amener ces gens-là à compétitionner à armes égales avec les produits qui vont faire le tour du monde en paquebot puis qui vont avoir une empreinte écologique très, très, très élevée, mais qui va être moins chère parce qu'eux vont produire de façon massive. C'est ça. Et on va prioriser ces gens-là sur nos tablettes. Et il y a une réflexion à faire de ce côté-là. OK. Rapidement, parce que le temps file, puis j'ai des questions du public justement à te parler. Mais vas-y rapidement avec ta dernière réflexion. Bien, c'est un peu ça. Comment qu'on peut miser sur les circuits courts, puis éventuellement, quand nos producteurs agricoles, puis là, un des exemples faciles, les marchés publics, mais est-ce qu'on peut en donner d'autres? Faciliter les outils de transformation collectifs, c'est d'avoir on n'a pas d'abattoir en Abitibi-Témiscamingue. Non, mais est-ce qu'un abattoir, c'est payant? C'est-tu rentable? Comme tel, il faut mesurer la rentabilité. Est-ce qu'un aqueduc est rentable? La réponse est évidemment non. Mais c'est une infrastructure collective. Est-ce qu'un propriétaire seul peut rentabiliser un abattoir en Abitibi-Témiscamingue? J'ai un doute. Mais est-ce que tout l'argent qu'un gouvernement pourrait investir là-dedans, puis d'être le fiduciaire de ça? Moi, je pense à la responsabilité d'un gouvernement. Il va créer de l'économie parce qu'on va occuper notre territoire dans des villages. On va vendre, il va recevoir des taxes dans les restaurants, dans les épiceries. Il va rentabiliser son argent autrement. Et en région, il va avoir des producteurs qui vont être capables de vivre. Puis nous, on va pouvoir consommer davantage local dans justement ce que j'appelais des circuits courts. Mais le fait de ne pas avoir cette infrastructure-là centrale fait en sorte qu'on a des coûts pareils parce que le gouvernement va investir pour faciliter le transport des bêtes à 800 km à Marieville. On peut-tu mettre tous ces argents-là de compensation de déplacement
pour les mettre dans notre infrastructure commune qui existerait déjà. Qu'elle soit rentable ou non, l'abattoir, je pense que c'est au gouvernement de le faire comme on paye des aqueducs. Mais après ça, on va créer un développement économique qui va être bon dans nos poches, qui va être bon aussi dans notre bouche. On s'en va aux questions du public. Oui. Tu as sûrement répondu au travers de toute ton affirmation, là, mais on y va pareil. Comment une personne faible, avec un revenu faible, en fait, ou de la classe moyenne, peut-elle, attends un petit peu, là, j'ai écrit, peut être capable de manger santé quand le fast-food coûte moins cher que les aliments santé? C'est un des beaux drames de notre société. Effectivement, d'abord, effectivement, les chaînes de restauration rapide ont créé des habitudes chez les gens. On a peut-être moins l'habitude de cuisiner, puis le prix unitaire de chaque aliment devient assez exorbitant. Et c'est là où la notion à la fois d'éducation, mais la notion d'habitude, de saines habitudes de vie prend son sens. Et à un moment donné, c'est une roue qui tourne aussi. Collectivement, si les gens mangent davantage dans des fast-foods, si le gouvernement n'intervient pas pour s'assurer, puis là, je mise encore sur les circuits courts puis des produits frais locaux, mais on va le payer autrement dans notre système de santé. Dans la santé, voilà. C'est comme on se refuse de construire des gymnases, des pistes d'athlétisme, des terrains de soccer pour les jeunes, puis c'est le cas même ici à Amos. Bien, si on avait davantage de ces infrastructures-là, bien, moi, je pense que c'est de l'argent qu'on n'investirait pas dans les hôpitaux, dans les soins de santé. C'est un peu la même chose. Il faut être capable d'agir. Mais oui, l'inflation fait très mal. Puis ce qu'on constate, bien, c'est que les gens font le choix. Même nous, on mange beaucoup moins de viande. Puis c'est pas que j'ai pas un bon salaire. On mange moins bien. Mais... Surtout, en plus, si l'offre n'est pas là non plus. Tout à fait. Tu sais, en Abitibi, l'offre n'est pas très grande pour bien manger. C'est beaucoup plus de fast-food qui existe au niveau de la restauration que d'avoir un bon restaurant, plus santé. On en a des bons quand même, mais il y a un choix qui relève à l'individu. Mais effectivement, le manque de liquidité des gens fait en sorte qu'il y a des choix santé qui ne se prennent plus. Mais ça, collectivement, tu sais, j'aime bien l'expression, puis je l'ai nommé autrement, mais tu sais, il y a des choix, des fois, ça coûte cher de faire des choix, mais il y a des choix qu'on ne fait pas et qui nous coûtent beaucoup plus cher. Et ça, c'en est un exemple. Mais est-ce que le gouvernement ne devrait pas avoir sa part de responsabilité au niveau de la nourriture afin que l'inflation ou le coût de la vie ne viennent pas jouer dans la bouche des gens? Tout à fait. Puis c'est là qu'effectivement, des grandes ententes internationales de libre circulation des biens et des marchandises, l'OMC, qu'on ne peut pas nécessairement avoir des mesures protectionnistes, mais qu'on voit les Américains faire, etc., il y a moyen d'agir. Tu sais, quand le Bloc québécois a poussé son projet de loi, puis on l'a fait à plusieurs reprises, sur la protection de la gestion de l'offre. Donc, de ne plus avoir de brèche dans les accords commerciaux internationaux, bien, on a protégé le modèle, notamment du lait, œufs, volailles et autres. Mais donc, on produit au Québec la quantité de lait qu'on a besoin qui est achetée par les consommateurs. Ça, c'est par un système de quotas. Mais ça nous permet de faire vivre des fermes en Abitibi-Témiscamingue qui, eux, ont un quota réservé dans la région, puis qui va pouvoir faire concurrence aussi aux grandes fermes qui sont moins à échelle humaine qu'on a ici, du sud de la province et surtout des États-Unis. On produit pour ce qu'on consomme. Et ça fait partie de la solution, mais on fait vivre aussi des entreprises locales, puis on garde un produit frais qui va être produit chez nous, puis même transformé si on prend l'usine de Lactalis au Témiscamingue. Et ça fait partie des solutions. Le gouvernement, on a forcé les autres formations politiques à adopter une position, puis là, après 3 accords de libre-échange, donc avec les États-Unis, le Trans-Pacifique puis l'Europe, bien, 3 % de la gestion de l'offre a été sacrifiée. Donc, si on avait un quota avec 100 litres de lait, évidemment, c'est des proportions beaucoup plus grandes, bien, il y a 3 litres qui ne pourraient plus être produits par le Québec, donc il va être des produits importés. On a vu l'arrivée des marques comme Fairlife, par exemple, qui sont des produits beaucoup moins riches de qualité, moins d'éléments de nutriments dedans, mais qui viennent sur nos tablettes, en commençant par les Walmart et les autres chaînes. Et là, on n'achète plus local par rapport à ça. C'est pour ça que c'est important de protéger la gestion de l'offre. Donc oui, c'est quelque chose qui s'est passé par la politique, mais qui a un impact dans le panier des gens. C'en est un des exemples, mais ça, je suis particulièrement fier de celui-là. Maintenant, pourquoi dans une station-service X, on est capable d'avoir de l'essence à 10 cents moins cher que dans un autre? Pourquoi, d'une municipalité à l'autre, le prix va différer? Ça relève évidemment de l'offre et de la demande, puis des moments souvent où les compagnies pétrolières ou le détaillant va avoir fait ses achats. Mais quand on dit que les pétrolières... Donc, quand tu dis, excuse-moi,
quand tu dis il fait ses achats, donc des achats d'essence à la pétrolière. En grand volume, là. Des milliers de litres probablement à la fois, évidemment, dans des réserves qui sont, quand on voit les gros camions passer, qui déversent. Donc ça peut avoir un impact. Mais ce qu'on constate, les oligopoles, ça a des effets pervers pour les gens. Moi, je ne peux pas concevoir que l'offre et la demande fait en sorte que, ça tombe-tu bien, avant un long congé, les prix augmentent de 20 cents, puis qu'on n'est pas capable collectivement de penser à ça. C'est juste que comme c'est pas un gouvernement qui réfléchit dans le but d'aider les gens à boucler leur enveloppe, mais leur budget, mais que ce soit des pays comme l'Arabie Saoudite ou d'autres qui vont contrôler les quantités mondiales de pétrole, puis comme le Canada est un produit exportateur de pétrole très important dans le monde, lui a tout avantage à suivre ces hausses de production-là. Si la production canadienne avait comme objectif son marché intérieur, on paierait beaucoup moins cher notre essence. Mais comme c'est l'externe, ça a comme effet, évidemment, dans la poche des gens, que le dollar canadien est beaucoup plus élevé. Donc, ça fait en sorte qu'il y a plus d'inflation et que forcément, les choses nous coûtent plus cher au niveau du transport, au niveau de tout, parce que l'inflation est due notamment au Canada à cause de l'essence. Maintenant, je t'amène un autre point qui était la dernière question. Pourquoi la grande différence de prix entre 10 et 20 cents du Québec vers l'Ontario? Il y a notamment la question de la taxation qui va être un peu plus élevée du côté du Québec que de l'Ontario. Mais la question des ententes, du nombre de consommateurs, etc., peuvent jouer. Puis des priorités aussi. Moi, c'est sûr que je ne suis pas le consommateur qui va aller, même, je veux dire, je demeure à Gatineau pour mon condo au lieu d'être du côté de l'Ontario, puis je ne vais pas mettre de l'essence l'hiver en Ontario. Je vais toujours le faire au Québec. Il y a quand même un système de valeur. C'est aussi par ces taxes-là qu'on va payer nos systèmes de santé, les soins qu'on produit pour les gens, nos écoles et tout. Fait que des fois, peut-être traverser une frontière pour sauver 10 cents, ben, c'est 10 cents aussi que collectivement, on ne se donnera pas. Là, mais en même temps, on peut se questionner sur ce système-là, mais tout le profit qui est donné dans des grandes pétrolières, c'est sûr que c'est de l'argent qui s'en va de nos poches directement et qui ne reviendra pas. C'est pour ça qu'aussi, à travers les valeurs environnementales, la transition énergétique est nécessaire, mais aussi dans notre modèle économique. Puis si on parle de l'inflation, le pétrole et les grandes compagnies pétrolières en sont largement oui, effectivement. Parce que c'est aussi. Ben, c'est ça, parce que ça se reflète sur tout. C'est à partir du pétrole que tout augmente après. Tout à fait. Donc, c'est là où le gouvernement devrait agir, non pas en gouvernement qui gère une entreprise et qui veut recevoir des profits de tout ça, mais plutôt en gouvernement que la population a nommé, qui au pouvoir pour faire en sorte que dans son pays, tout le monde soit mieux nanti. Hey. Moi, j'y crois. Puis, tu sais, quand mon véhicule électrique pour me déplacer, bien évidemment, c'est de l'électricité à Hydro-Québec, qui est une société d'État qui vise à réinvestir ses profits dans notre système public. Donc, encore une fois, nos hôpitaux, nos écoles et nos routes. Bien, je pense que c'est une façon. Il faut faire cette transition énergétique-là. Puis, ça, moi, quand on parle d'inflation, je pense que c'est un argument supplémentaire qu'on nomme pas assez. Maintenant, on est toujours dans le même segment, mais on va aller dans l'accessibilité de logement. OK? J'ai des questions du public pour toi là-dessus. Donc, comment expliquer que des gens sont obligés de vivre en colocation pour éviter de se retrouver à la rue? La personne me donne un exemple. Nous vivons à 3 dans un 4,5 et avons du mal à payer l'épicerie par moment. Ça fait au moins une trentaine d'années que le gouvernement fédéral n'a pas investi dans le logement, particulièrement dans le logement social et le logement abordable. Puis des formules qui ont fait leur succès dans les années 70, comme le logement coopératif, où les gens se mettent ensemble pour construire, mais aussi de trouver des solutions pour baisser aussi les prix en répartissant les dépenses. Ces solutions-là, ces investissements que le gouvernement n'a pas fait pour différents objectifs de lutte au déficit zéro et autres, bien, aujourd'hui, on le paye très lourdement. Ça fait quoi? Une quinzaine d'années qu'on est particulièrement, même une vingtaine d'années, en pénurie de logement en Abitibi-Témiscamingue. C'était peut-être moins criant que ça l'est aujourd'hui, parce que cette pénurie-là... On n'en parlait pas, là. Mais on n'en parlait pas à ce moment-là. Oui, construire un logement
va revenir à l'unité à peu près à 1 400 1 200 $ les logements qui ont été construits il n'y a pas si longtemps là, par mois. Là. C'est une formule mensuelle, mais même, c'est difficile de construire à moins de 400 000 $ pour un 4,5, l'équivalent actuellement avec la hausse des coûts des matériaux effectivement. et autres. Mais ce n'est pas nouveau. Si on se retrouve, si on avait investi notre part à chaque année dans la construction, qu'on avait été clairvoyant, on aurait pu éviter ça. Là, comment qu'on fait pour des gens pour pouvoir trouver des solutions? Bien, ce qui se vit il va être est là. T'sais, quand on dit 3 personnes sur un même logement, chapeau, les gens sont créatifs, mais c'est donc dire que la détresse existe. C'est une itinérance qui ne sera pas visible, mais qui est présente en Abitibi-Témiscamingue. De plus en plus de gens font appel aussi dans les banques alimentaires. Je pense que la demande a triplé, voire quadruplé. C'est vrai même chez les étudiants. Et ça, il faut en être conscient puis apporter des aides aux gens qui en ont vraiment besoin de ce côté-là. Mais oui, il faut une façon de construire davantage de logements. Là. Est-ce que le gouvernement l'entend? Parce que, bon, on s'entend que tu es régulièrement à Ottawa. Est-ce que le gouvernement entend les témoignages des gens? Est-ce que ses oreilles sont ouvertes pour dire on en parle puis on essaie de trouver des solutions? J'aime la question, puis évidemment, je ne suis pas capable de répondre oui à cette question-là. Sauf que maintenant, il y a un réveil obligé. Puis là, permettez-moi peut-être d'être un peu cynique, mais c'est comme ça que je le pense. J'ai l'impression que Justin Trudeau et le gouvernement libéral se sont réveillés parce qu'ils ont baissé dans les sondages. Mais pourquoi ils ont baissé dans les sondages? C'est parce que justement, les vrais problèmes du monde, qui sont justement l'inflation, le coût de la vie et le manque de logement, là, ça a rattrapé la population. Et à un moment donné, ils l'expriment à leur gouvernement en disant, nous, on veut du changement. Ça a amené Justin Trudeau à vouloir trouver des solutions, comme celle d'enlever la TPS, la construction de logements locatifs. Donc ça, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? C'est que les nouvelles constructions, peut-être qu'un promoteur va se dire, bien, si moi, je le mets dans le locatif plutôt que dans des condos, bien, je vais pouvoir économiser 5 % et ça veut dire que sur une construction à quelques millions, bien, ça va paraître dans mes poches. Donc, tant mieux, ça va aider, mais ça ne baissera pas le prix, ni à court terme, probablement pas à moyen terme. Il va falloir qu'il y ait d'autres mesures qui sont mises de l'avant. Je reconnais qu'il y a un pas de ce côté-là, mais ce pas-là existe. Pourquoi? Parce qu'il y a un impact dans les sondages. Moi, c'est un enjeu que j'ai parlé à plusieurs reprises, parce que les défis de l'Abitibi-Témiscamingue, on est souvent à l'avant. Là-dessus, c'est un peu drôle à dire, mais on ressent plutôt, tu sais, l'image du canari dans une mine, là, on l'est souvent sur la pénurie de la main-d'œuvre. Ça fait 15 ans qu'on la vit. Même chose sur les hausses de prix, sur et des logements. Tu sais. Ça fait longtemps qu'on est en besoin de ce côté-là. Il y a des municipalités qui ont été peut-être davantage à l'avant-garde, qui ont été capables de construire, mais ça reste un enjeu important. Puis en bout de ligne, ceux qui souffrent de ce manque de décision-là ou ce manque de leadership-là, c'est souvent des gens moins nantis. Là. Il y a une question que j'aime bien, que je vais te poser, qui vient du public. Que compte faire le gouvernement pour calmer la crise de l'itinérance, sachant que le fédéral a jugé que 2 000 $ par mois était nécessaire pour vivre lors de la pandémie et avant même l'inflation? Et que les personnes qui demandent de l'aide financière aujourd'hui n'ont que de maigres montants s'ils sont chanceux. 2 000 $, c'est un chiffre qui est sorti pour être le même coast to coast to coast, comme on dit, et qui ne tient pas compte des réalités régionales. Puis, tu sais, si on pense que les gens qui vivent au centre-ville de Toronto ou de Vancouver, avec l'explosion des coûts de logement qui sont explosés comme partout ailleurs, mais sont encore plus drastiques. On ne vit pas avec 2 000 $ par mois, même que c'est une partie de logement qui va en prendre très large. C'est pour ça que moi, je me questionne beaucoup sur nos systèmes sociaux, où sont nos filets sociaux? Est-ce qu'on investit davantage, encore suffisamment dans ces filets-là, les banques alimentaires et autres? Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui relève aussi de l'attaque directe au coût de la vie. Puis c'est vers ça qu'il va falloir se pencher, comment qu'on peut
Effectivement, trouver une façon d'enlever de l'argent de ceux qui font l'argent dans la vie, qui s'en prennent des cotes qui sont peut-être beaucoup trop importantes et qui fait que l'argent ne se distribue plus. Mais ça, c'est quelque chose qui me questionne énormément. Des conglomérats aussi qui vont acheter, puis on le vit à Rouen et à Amos, là, on le sait, là, des propriétaires qui vont acheter des logements, qui vont les rénover, même à peine pour pouvoir les charger à peu près peut-être 2 fois plus cher, puis augmenter les profits dans leur poche. Ça a des conséquences. On peut penser aux plateformes comme Airbnb aussi qui enlèvent du logement locatif. Tout ça a énormément d'impact. Puis oui, c'est des choses sur lesquelles on peut agir. Dans ce contexte-là, c'est peut-être un peu plus Québec qu'Ottawa, mais on ne peut pas être insensible à ça. Là. Moi, ce qui me fait rire dans un rire jaune, on va dire, là, c'est ça. Ce que je trouve bizarre, c'est si tu regardes... Je pense que tu es allé à l'école, moi aussi, un peu. Tu as la loi de Maslow. Tu as la pyramide Maslow qui dit qu'au premier palier, c'est se nourrir, se loger. Le deuxième palier, la sécurité. Aujourd'hui, le gouvernement t'a tout enlevé ça. Tu te sens plus sécuritaire parce que tu n'as plus de logement. Tu es à l'extérieur, tu vis dans la rue, tu es sans abri ou tu vis dans ton véhicule parce que peut-être que tu as de l'argent pour aller travailler, mais tu n'as pas d'argent pour avoir un logement ou tu n'as pas une maison où tu peux vivre dedans. Donc, ces deux paliers-là ont été ébranlés fortement au niveau de l'humanité. Tu sais, si on prend l'Abitibi, c'est mondial, là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je disais l'humanité. Comment ça que ces deux paliers-là ont été ébranlés au service du profit? Ça, c'est sûr que ça confronte énormément. Puis je veux dire, moi, c'est pas mes valeurs particulièrement. Je suis quelqu'un qui croit au bien commun. Je suis quelqu'un qui est social-démocrate, qui croit au partage de la richesse, à l'égalité des chances. Et c'est sûr que c'est des choses que je combats dans mes prises de position politique. Reste que... non, les paradis fiscaux, c'en est d'autres exemples qui sont une aberration. Qui y a tellement d'argent gouvernemental qui dort dans les paradis fiscaux qui pourraient servir à construire des milliers d'hôpitaux, des milliers de logements abordables et sociaux, des milliers de gymnases et d'écoles. On laisse ça dormir et ça, c'est extrêmement, extrêmement choquant. Mais ça a été aussi des modes cycliques. Depuis Margaret Thatcher, dans lequel il fallait l'efficacité, l'efficience à tout prix. Regarde, même des belles lois du Québec qui ont eu leur pertinence dans un certain temps sur le plus bas soumissionnaire. Le plus bas soumissionnaire a amené une certaine forme, effectivement, de collusion, d'avoir des gens qui se disent entre eux, tu n'appliques pas sur telle chose, et une certaine forme de violence à travers les différents contracteurs ou autres. Aussi un produit beaucoup plus de moindre qualité. Qu'est-ce qui fait que nos asphaltes sont peut-être à refaire année après année? Ben, c'est peut-être parce que la qualité, il manque. Mais à force de vouloir absolument le plus bas soumissionnaire, le plus bas prix, on repaye peut-être à chaque année ou à chaque 2-3 ans pour la même chose. Ça ne devient pas rentable du tout, là. Et des fondations solides, tant dans nos édifices et autres. La 440. Il faut être capable de voir à long terme. Puis donc, de remettre en question des fois ces principes-là. Tu sais, la 440, elle a été faite sur du ciment. OK. À Laval, là, oui. La 440 est faite sur du ciment. C'est supposé durer une 40aine d'années. Oui. OK? Bien, c'est sûr que c'est cher au coût sur le tas, là. Mais ça devient peut-être rentable à long terme. Est-ce que ça a été exploré, cet aspect-là? T'sais, on dirait qu'ils ne veulent pas explorer du tout. On s'en va au cheap labor. C'est ça que tu voulais dire tantôt, là? Cheap labor, c'est la production. Qu'est-ce qu'on donne de moins à l'employeur? C'est ça. Labor, mais la qualité du produit également. C'est celui qui l'applique, mais la qualité du produit également. Il y a une réflexion importante qui est à faire. Je pense que oui. Pour avoir des investissements un peu plus durables. Puis ça, moi, je crois à ça. Reste que parfois, il faut accepter de payer un peu plus cher pour quelque chose qui dure longtemps. Sauf que, si on revient à notre première question de départ, les gens n'ont plus les moyens de le faire parce qu'ils arrivent à peine à acheter le produit qui
est accessible. Et c'est là qu'on a une responsabilité collective, je pense, être capable d'amener plus de liquidité à notre monde pour qu'il soit capable de faire des choix. Là, je t'amène sur le côté de l'inflation, malgré que ça se ressemble beaucoup. On en parlait, mais c'est quand même là. J'ai une question du public. Ici, dans les questions, là, j'ai de tout âge. OK? Alors, devrait-on s'approvisionner pour 6 mois à 1 an d'avance si tu penses que les prix vont continuer de monter? Il y a des gens qui ont peur, là. Bien, tout à fait. Il y a de l'inquiétude dans l'air. Que tu sois jeune ou que tu sois plus vieux, il y a une certaine inquiétude. Puis là, il y en a qui commencent à penser que c'est à peu près comme la guerre. Il faut se rationner parce que ça va être trop cher pour après. Là. Mais c'est un luxe, ça. C'est une forme de luxe. Là, t'es rendu que tu me dis que manger, c'est un luxe. C'est grave, là. Mais être capable de dire, on profite du moment où les tarifs sont peut-être moins chers pour acheter en grande quantité. D'abord, c'est pas tant l'offre commerciale qu'on a souvent. Mais même, si, exemple, si on prenait l'essence, s'acheter une grosse tank à essence puis la remplir, ça coûte des sous au départ. On n'a plus cette liquidité-là pour dire qu'on va mettre comme dans une banque puis on va retirer à chaque semaine tant de litres, etc. Ça prend une liquidité qu'on n'a pas. Donc, pour faire de l'argent, il faut avoir de l'argent, qu'on dit souvent. C'est un peu la même chose dans cette économie-là. Assurément, je veux dire, des circulaires et tout vont aider, là. Mais ça ne fait pas des miracles. Puis ultimement, s'ils font ça comme système, c'est parce que ça leur sert bien. Parce qu'ultimement, pour offrir un produit, peu importe que ce soit un produit de consommation de base ou de luxe, un bol de crème glacée, un pot de crème glacée, s'ils l'offrent en rabais pendant une semaine, c'est parce qu'ils vont aller voir le producteur, le transformateur, puis ils vont lui dire, moi, je vais t'en prendre, mais tu me baisses ton prix, tout en allant voir l'autre, aller voir l'autre. Donc, la capacité de profit pour offrir un spécial, c'est que tu as quelqu'un qui en fait beaucoup moins. Il rentabilise moins son produit. C'est sûr que s'il en vend des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, il va faire son profit, quand même, sa rentabilité. Mais en allant chercher ça, ultimement, qui fait le plus d'argent? Ça reste toujours le détaillant, le transformateur, le distributeur, là. Écoute, il faut réfléchir à ça. C'est pour ça je pense d'amener plus de concurrence va faire partie de la solution encore. Oui, et je vais avoir une question là-dessus, justement. Mais on va aller à la pause. On se prend une petite gorgée d'eau, puis on vous revient tout de suite après la pause. Merci. Écoute, là, on est parti sur, justement... d'un bord, tout côté, sur le coût de la vie, tout ça. Je reviens à l'inflation. J'avais une question du public. Je trouvais ça intéressant. Ça aurait pu être la première question à te poser dès le départ. Sauf qu'il y a une question du public qui dit, c'est quoi le taux actuel de l'inflation? As-tu la réponse? C'est beaucoup trop élevé. Mais en fait, l'inflation, c'est que ça dépend. C'est une évaluation qui est faite selon une année après l'autre. Comment coûte le coût de la vie, comment il y a d'argent qui circule, comment la comparaison des prix, justement, le litre d'essence ou la livre de beurre, etc. Puis on compare, puis d'une année à l'autre, on se rend compte que c'est 3, 4, 5 % plus élevé. Donc là, on est dans ces eaux-là depuis plusieurs mois. Autre facteur, évidemment, le fait que le logement soit, la propriété soit si abordable, ça a fait en sorte que les prix étaient si élevés d'acheter parce que les taux d'intérêt étaient très bas. On a augmenté les taux d'intérêt pour faire diminuer l'achat constant. L'augmentation des taux d'intérêt fait aussi partie du coût de la vie que vont avoir les gens. Déjà, d'avoir des taux qui sont passés quasiment d'un peu moins d'1% ou autour de 1% à 4-5% actuellement, ça a de l'impact dans le portefeuille des gens. Donc, l'inflation roule de façon plus élevée. Là, le dernier mois, on a senti un ralentissement au Québec un peu plus que dans le reste du Canada. Donc, ça varie à chaque mois, mais c'est des données qui sont comparées. Donc, les derniers chiffres sont moins alarmants, mais ce qu'il faut voir, c'est une tendance à long terme. Puis en même temps, c'est pas parce que les taux d'inflation sont nous impactent moins, mais ça paraît pas dans le portefeuille des gens. Ce qui va faire la différence, c'est que si une compagnie, puis on peut encore nommer les épiceries ou les stations de gaz et autres, se disent, on est habitué d'une inflation qui tout coûte cher, mais on va en profiter, on va garder les prix élevés. Mais l'inflation demeure artificielle.
c'est pas l'offre et la demande qui met ce niveau-là de consommation, mais des gens malveillants qui veulent juste maximiser le profit. C'est ça. Donc, c'est une drôle de donnée, les statistiques d'inflation, mais c'est une observation. Hein? C'est une étude des économistes qui vont pouvoir l'établir à un certain pourcentage. Mais dans la vraie vie, qu'est-ce que les gens en font? Bien, il y a des gens qui abusent de ça. Tu l'as dit, des gens malveillants. Cependant, pourquoi que le gouvernement ne fait rien contre ces gens malveillants? Est-ce qu'il est aussi malveillant? C'est intéressant le mot justement de bienveillance ou de malveillance. On est dans un système qui vise à laisser les choses aller davantage qu'à intervenir. Moi, c'est moins mes valeurs, mais c'est ce qu'on constate. T'sais, quand on dit agir sur la concurrence, puis même, tu sais, tout l'aspect de la mondialisation, il y a eu des effets pervers de ça. Si j'en reprends l'exemple de la pandémie, quand on n'avait plus d'équipement de protection individuelle, quand on n'était pas capable de se trouver des masques, etc., parce qu'on a arrêté d'avoir des chaînes de fabrication locales, qu'on n'était pas capable de se vacciner. Le Québec était un endroit dans lequel on avait les meilleurs pharmaceutiques au monde. C'était un de nos fleurons au Québec, mais on a arrêté d'investir. Puis particulièrement, le gouvernement fédéral s'est désengagé en donnant ces avantages comparatifs-là. On se retrouve dans une pandémie. On n'est plus capable de trouver des solutions. On est dépendant de l'international parce que nos réseaux de production intérieure sont plus suffisants. Donc, je pense que de revenir dans une économie dans laquelle on produit localement, on fait des circuits courts, on mise sur nos achats, vont être capables de, oui, générer de l'emploi, des emplois stables avec le temps, mais tu sais, est-ce qu'on a laissé trop aller des choses? Pour moi, la réponse est évidemment oui, puis on vit les effets pervers de ça. Parce que là, tu sais, bon, c'est mon opinion, là, mais on devrait redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs, là. Parce que là, il n'y en a plus de pouvoir d'achat. Mais comment on fait ça? Tout est élevé. Tout est élevé. Est-ce que la TPS, la TVQ, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait là-dessus, au niveau de nourriture? Ça existe déjà. Ça existe déjà. Là. On le voit pas? Les produits frais ou autres sont déjà exempts. Oui, ce côté-là. La taxe, tu sais. Tu veux t'habiller, ça fait partie de se vêtir, fait partie de la pyramide de Maslow. Pourquoi qu'on a de la taxe là-dessus? Bon, parce qu'on voit que s'habiller, c'est du luxe. En même temps, est-ce qu'on accepte de s'habiller avec ce qui est abordable ou on veut absolument avoir un linge qui est griffé, avoir un linge pour montrer... Là, ça dépend de toutes les valeurs, les valeurs des gens. Est-ce qu'on doit laisser les choses aller de ce côté-là? C'est là qui est intéressant, Guylaine, surtout la façon dont tu présentes les choses. Il faut trouver un juste équilibre. Parce que ne pas agir a des conséquences, mais trop agir aussi a des conséquences. Et la taxe, on ne peut pas arrêter de taxer parce qu'ultimement, on ne sera plus capable de payer nos hôpitaux, nos écoles, nos routes. Il faut revenir à ça aussi. Là. Apparemment, la taxe a son rôle aussi. Là. Mais apparemment que le Québec est surtaxé versus les autres provinces du Canada. En même temps, je pense qu'on a un niveau de vie plus élevé au Québec qu'ailleurs aussi au Canada puis ailleurs dans le monde. C'est parce qu'on a des services, on a des tissus sociaux. Puis ça, ça a un coût. Puis ça, c'est de l'investissement collectif. Est-ce que là, l'inflation est responsable de ça? Puis plus on paye, plus on va en avoir. Plus on en a besoin, ça, c'est sûr. Mais c'est de trouver l'équilibre là-dedans. Cette mince ligne. C'est pour ça que... Oui, c'est ça. Elle est mince, comme tu dis, effectivement. Baisser les impôts en ce moment serait une mauvaise idée, je crois, parce que c'est de l'argent que tu prends peut-être temporairement pour aller chercher un avantage politique ou autre, mais qui va créer d'autres problèmes très rapidement. Une des raisons aussi de l'inflation, ça peut être, puis ça, je le reconnais, d'avoir amené autant d'argent public, quand on parlait tantôt, l'exemple des 2000 $ de la COVID, c'est beaucoup d'argent qui a été imprimé, qui amène, que les gens achètent, puis là, qui sont capables de payer plus cher pour des produits ou des services, puis qui ont créé cette inflation-là. Mais en même temps, 2000 $ par mois, c'est pas gros pour vivre aujourd'hui. C'est pas gros, mais en même temps, c'est des 2000 qui s'ajoutaient à l'ensemble de l'argent. C'est sûr que là, il y avait un contexte dans lequel l'économie était arrêtée pour plusieurs. Mais il y a aussi eu de l'abus dans ces circonstances-là. Mais c'est de trouver ce mince équilibre-là. C'est pas pour rien qu'on voit une hausse des taux d'intérêt, c'est pour essayer de ramener cet équilibre-là, que les gens, quand on dépense beaucoup, ça a des conséquences pour ceux qui ont moins les moyens. Maintenant,
allons-y avec le dernier segment, qui est la couverture cellulaire. Peux-tu me parler un peu? En Abitibi, ça ressemble à quoi, là? Parce que le gouvernement avait dit il faut injecter de l'argent pour que partout en province, on ait une couverture cellulaire et même Internet à haute vitesse, là. Je salue ces initiatives-là du gouvernement du Québec. Tu sais, moi, quand j'ai fait ma première campagne en 2019, l'accès au réseau cellulaire et Internet était j'aime bien dire mon pléonasme, là, ma première priorité. Et j'ai la chance de siéger au comité de l'industrie, comme je disais tantôt, et par là, de dénoncer comment fonctionne le gouvernement fédéral. Il y avait à peu près 6, 7, 8, 10 fonds pour pouvoir financer des infrastructures pour Internet haute vitesse, par exemple. Mais dans chacun, il y avait des particularités. Tu ne peux pas copier-coller une demande. C'est lourd, c'est fastidieux, ça prend du temps avant d'avoir des réponses. Puis avec aucune obligation de résultat. L'un des derniers qu'on a reçu pour dérouler 50 km de fibre pour brancher le village de Moffett, tu avais 5 ans pour le faire. Cablevision est allé à la dernière minute, est allé brancher, puis à partir de là, n'a pas connecté un citoyen. Ce qu'il fallait faire, puis c'est ce qui a été fait par le modèle de la MRC d'Abitibi-Ouest, par exemple, qui ont cartographié c'est quoi les besoins. Puis eux estiment que, il y a à peu près 3 000 à 4 000 portes qui n'avaient pas accès à Internet en ce moment. Puis d'autres les avaient, etc. Mais on fait la cartographie de leurs besoins. Et là, elle est tentée d'aller voir un joueur. Est-ce que ce serait eux-mêmes? Mais non, la loi ne leur permettait pas de s'associer donc après avec une compagnie pour pouvoir dérouler la fibre puis d'aller rejoindre l'ensemble des gens en le donnant à contrat. C'est la stratégie qui a été faite par le gouvernement du Québec quand ils ont fait l'opération haute vitesse. En Abitibi-Témiscamingue, il y a eu un joueur, c'est Vidéotron, qui a eu le contrat de s'assurer que toutes les maisons qui ont accès à l'électricité vont avoir accès à Internet. Et là, le réseau a été branché à 100%. Il y a quelques jours, on a reçu le communiqué comme de quoi Vidéotron peut dire mission accomplie. À partir de là, pour les gens, je pense que c'est important de le noter. Si vous n'avez pas à avoir accès à Internet, contactez la compagnie Vidéotron. Ils vont faire le lien de branchement qui va vous permettre de l'avoir. Mais là, maintenant, la population, si on a accès à Internet, l'électricité, on a accès à Internet dans la région. On était celle qui avait le plus de retard parce que disons que le monopole à 3 têtes là, de Bell, Cablevision, Télébec n'ont pas été les plus proactifs pour investir dans notre réseau, les poteaux, l'entretien, etc., les nouvelles technologies, mais aussi l'absence de concurrence. On revient à ça. Là. Moi, il y a une thématique centrale qui est là. L'arrivée d'un concurrent important comme Vidéotron a eu un impact direct pour baisser les prix. Donc, moi, je suis particulièrement fier parce qu'en dénonçant tout ce qui ne marche pas au fédéral, de tous les programmes, je pense que j'ai contribué très largement à ce que le fédéral, qui avait promis des montants pour brancher, quand je suis arrivé là, en 2019, c'était brancher 95% des Canadiens d'ici 2030. Après ça, puis on avait prévu 1 milliard pour ça. 2030. Écoute. Dans l'économie d'aujourd'hui, c'en est ridicule. Moi, j'ai profité notamment de la COVID aussi pour essayer de faire en sorte que chaque ministre se prononce puis qu'il vienne nous voir pour dire est-ce que c'est un service essentiel d'avoir accès à Internet haute vitesse aujourd'hui et au réseau cellulaire. Donc, chacun, évidemment, il me disait oui, là, surtout qu'on était dans un contexte de télétravail, d'école à la maison et autres. Ça a amené le gouvernement fédéral à investir maintenant donc 1 750 000 et brancher 98% des Canadiens d'ici 2026. On est en 2020 à ce moment-là. C'est déjà un pas. Mais encore là, tu te dis, hey, le 2% qui reste, il est où? Il est ici, en Abitibi-Témiscamingue, parce qu'on est une région qui est faiblement densément peuplée. Là. On a 2 habitants au kilomètre carré à peu près. Là. Fait que rentabiliser ça, s'il y avait de l'argent à faire, on serait déjà branché, comme dans les grandes villes, comme ailleurs. Donc, c'est là qu'on a besoin d'un soutien gouvernemental beaucoup plus fort, beaucoup plus accru. Puis si on fait une règle de 3, donc 1,7 milliard fois 22,5 %, ce qui est à peu près l'équivalent de la population du Québec dans la population canadienne, ce qui était promis sur un échéancier de 7 ans, ils ont fait un chèque de quoi? 420 millions, si ma mémoire est bonne, ou un peu plus 320 millions, là, vers Québec pour qu'ils fassent l'opération de vitesse. Puis en dedans de 2 ans, 2 ans et demi peut-être, on aura branché tout le monde. Chapeau à ce leadership-là et cette vision-là de cartographier. Et là, Québec a voulu aller sur le terrain du sans-fil, peut-être même à travers la création d'une société d'État qui va gérer les inforoutes numériques, qui est une vision que je trouve vraiment intéressante.
mais là, veut refaire un peu cette modèle-là de cartographie. Parce qu'on le sait, là, juste m'en venir ici, de Rouyn-Noranda, traverser le pont Kino-Jevis, je perds le signal. Oui, un peu avant Cadillac, voilà. je perds le signal. Dans le parc La Vérendrye, il y a 2 endroits, c'est au moins 20 minutes, malgré un projet fantastique du GIRAT avec Mobilaté, qui est allé chercher dans chaque village, puis souvent dans les cœurs de village, de mettre une tour cellulaire dans le clocher de l'église pour pouvoir avoir accès, donner l'accès au réseau. Nos routes, quand même, demandent encore cet aspect-là, oui, pour la sécurité, mais aussi de maintenir des communications constantes. Moi, j'ai ramené une étude au comité de l'industrie. Là, on est beaucoup dans l'intelligence artificielle avec C27, donc à quel moment elle va avoir lieu. On avait commencé une étude sur, puis c'est aussi une que j'ai amenée. Tu sais, le gouvernement minoritaire, ça nous permet d'avoir, ils ont besoin de quelqu'un pour danser, ça me permet d'avoir aussi un impact important sur l'ordre du jour. L'industrie du recyclage des métaux, des plastiques, des produits électroniques dans une perspective d'économie circulaire. Pourquoi j'ai amené cette étude-là? Je voulais qu'on parle notamment de l'enjeu de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda, un actif important dans le recyclage du cuivre et des métaux, dans le contexte aussi où il y a mauvaise presse aussi de ce côté-là. Est-ce qu'on a besoin de cet actif-là? Qu'est-ce que ça vaut, les conséquences à la santé et autres? Et la prochaine, ça va être sur, justement, les télécommunications, le sans-fil particulièrement. Parce qu'on avait fait des études importantes dans mon premier mandat parce que j'avais amené le sujet d'Internet haute vitesse. Ça s'est réglé au Québec. Maintenant, quand on leur posait la question, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait du sans-fil? On va commencer par brancher tout le monde au Canada. Nous, au Québec, on a agi, puis je ne comprends pas pourquoi que les autres n'ont pas eu la même presse de dire « Hey, vous avez donné l'argent que vous était dû sur 7 ans en 2 ans. On peut-tu l'avoir, nous autres aussi, cet argent-là? » Mais la ministre nous répond « on va faire Internet d'abord, puis après ça, le sans-fil. » Fait que je suis content que Québec ait rebougé de façon proactive pour essayer de remettre de la pression à Ottawa. Et donc, cette étude-là qui va évaluer la concurrence. Puis on parle beaucoup au fédéral, surtout dans le Canada anglais, de l'achat de Shaw, la compagnie Shaw, par Rogers. Ce qui ne marchait pas au niveau de la concurrence, c'est beaucoup l'aspect de télécommunication, de sans-fil, de Freedom Mobile, ce qui s'appelle, qui finalement a été racheté par Vidéotron. Et là, Vidéotron amène ce 4e joueur-là, coast to coast, là, donc d'un océan à l'autre, qui va pouvoir être présent au Québec, en Ontario et dans les provinces des prairies jusqu'en Colombie-Britannique. Donc, ils vont être ce 4e joueur-là dans le réseau du sans-fil. Et à partir, selon les études, c'est à partir de 4 concurrents majeurs que les prix vont baisser à l'avantage du consommateur. Donc, ça va faire partie des pistes de solution, puis on voit déjà un impact que ça a. Donc, on peut-tu mesurer les dernières initiatives du CRTC, les dernières initiatives du ministère de l'Industrie pour faire baisser les prix? Est-ce que les subventions sont efficaces? Est-ce que le Bureau de la concurrence considère qu'il y a assez de concurrence et tout? Comment fonctionne le système des alvéoles et des ventes de spectres pour faire en sorte qu'on ait un prix, somme toute, abordable, mais qu'on soit capable de couvrir l'ensemble des territoires à travers le Québec, particulièrement dans les milieux ruraux? Est-ce que ces systèmes-là marchent? Est-ce que c'est assez résilient par rapport à la hausse les changements climatiques, là. Les gros vents qui peuvent arriver, la sécheresse, les feux, etc. Est-ce que nos équipements sont assez résilients pour ça? Puis les coûts d'entretien de ça. L'aspect de la sécurité, comme je nommais, a été ajouté à ma motion. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir réfléchir, actualiser ces mesures-là. Puis moi, j'ai à cœur l'intérêt du consommateur, donc l'accessibilité au réseau, mais aussi l'abordabilité de ce réseau-là. Donc, c'est une bataille qui va pouvoir être faite. Déjà, il y a des points importants qui ont été faits depuis que j'ai été élu en 2019, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin parce que ça touche directement, évidemment, les gens puis la qualité de vie des gens. Bien, c'est justement, ce que tu viens de répondre, c'est les 2 questions du public que j'avais, qui étaient pourquoi qu'en Europe, ça coûte pas cher au niveau du réseau cellulaire. Acheter un cellulaire, c'est pas cher. Même aux États-Unis. Même en Afrique, ça coûte moins cher en Afrique. Ben, oui, mais ici, ça coûte une fortune. Donc, c'était une des questions. Je pense que tu as répondu. Puis l'autre question, c'était pourquoi qu'on n'a pas de compétition? T'sais? Donc, effectivement, la concurrence va permettre de baisser les prix. Et c'est d'ouvrir, je pense que c'est... est-ce que c'est une responsabilité gouvernementale, ça, de dire qu'ils avaient fait en sorte de garder des monopoles au niveau de télécommunications ou c'était qui était responsable en arrière de ça? Certainement là? Que c'est le gouvernement fédéral. C'est ça, hein? Faisait plus d'argent? Pas nécessairement qu'il faisait plus d'argent, mais tu sais, ce qui n'existait pas en 1867, donc au moment de la Confédération et de compétences fédérales.
donc les télécommunications, comme le transport aérien, c'est de compétence fédérale. Et moi, je veux amener un point aussi par rapport à ça. Si on se dit occuper notre territoire est une valeur importante et ça a un enjeu. C'est pour ça qu'on n'est pas nécessairement... nos territoires ne sont pas revendiqués par les Russes, par exemple, qui viendraient sur notre territoire parce qu'il y a des gens qui l'habitent, là, ou par les Américains ou autres. C'est important, si on veut avoir accès aux ressources naturelles, d'occuper l'ensemble du territoire aussi. Il y a des enjeux économiques, mais ce n'est pas un luxe. C'est un droit et c'est nécessaire d'occuper l'ensemble de son territoire. Encore là, il y a des coûts à ne pas le faire. Mais si on veut ça, bien, comme gouvernement, il faut prendre des décisions. Si on pense au réseau cellulaire, si on pense au réseau d'Internet haute vitesse, si on pense au carburant, si on pense à tellement de choses, est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir des mêmes tarifs qu'ailleurs, même si on vit de façon éloignée, si on se fie? Moi, je pense que le centre du monde est l'Abitibi-Témiscamingue parce qu'on a une ligne de partage des eaux. Hein, fait que forcément, ça nous qualifie pour dire qu'on est le centre. Et on a quand même beaucoup de ressources en Abitibi. Absolument. Mais blague à part, je pense que il y a des lois qui vont s'assurer, puis c'était le cas dans l'opération de vitesse, que ce qu'on va payer, même si ça coûte beaucoup plus cher dérouler de la fibre puis qu'on branche moins de clients dessus, que si on paye le même prix en Abitibi-Témiscamingue, à Amos, à Tressesson, ailleurs, que dans le quartier Hochelaga ou au plateau Mont-Royal. Et ça, c'est nécessaire dans une dynamique d'occupation du territoire. Puis oui, le gouvernement peut légiférer là-dessus pour s'assurer. Donc, les compagnies vont peut-être faire moins d'argent, mais se doivent d'offrir un service et leur profit va être établi sur l'ensemble de la population plutôt que sur une population un peu plus vulnérable qui est la nôtre parce qu'on est en région éloignée. Puis ça, oui, c'est un endroit où on peut avoir de l'impact. Puis étant un député d'une région, justement, rurale, ben moi, c'est des enjeux que je m'assure de défendre. Merci. Écoute, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur l'ensemble de ces 3 points-là. Bien, c'est rare que j'ai des occasions de rentrer aussi profondément dans mes dossiers. Tu sais, souvent, ce qu'on va nommer à Ottawa, dans les médias ici, c'est des enjeux qui touchent plus directement la population, mais tu sais, on a moins de temps d'établir. Il faut que ça rentre dans un communiqué ou il y a une fameuse ligne et demie un peu plus punch, tu sais, d'une clip. Mais là, on est allé vraiment, tu sais, moi, comme porte-parole de l'industrie, là, mon quotidien à Ottawa depuis 4 ans, ben, c'est des enjeux comme ceux-là dans lesquels on va faire venir des gens, on va choisir des témoins pour venir présenter nos réalités, des fois régionales, des fois ailleurs, parler des enjeux comme la concurrence. Puis c'est ce qui va m'occuper encore beaucoup dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Ben, on va te réinviter, Sébastien. Merci à toi. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce podcast télévisé. Et nous, ben, je pense qu'on va se revoir pour un autre podcast de sens politique. Ciao tout le monde!